Centième lettre de Sénèque à Lucilius. Tu m'écris que tu viens de lire les livres de Papirius Fabianus sur la politique, avec une curiosité passionnée, mais qu'ils n'ont pas répondu à ton attente. Là-dessus, oubliant qu'il s'agit d'un philosophe, tu incrimines chez lui l'écriture. Admettons qu'il en est comme tu dis, qu'il laisse aller sa phrase et ne la construit pas. D'abord, cette manière ne va pas sans grâce, le style coulant est paisible à sa beauté propre. Je crois en effet qu'il n'y a rien de commun entre le jaillissement intermittent et l'heureuse abondance. Ce point même, comme je vais le montrer, fait une grosse différence. Fabianus, à ce qu'il me semble, ne laisse pas aller sa phrase, il la développe, tant elle a d'ampleur, tant elle progresse sans désordre, mais non sans élan. Elle révèle, elle proclame qu'on ne l'a pas façonnée et retournée longtemps. Acceptons toutefois ta manière de voir. En fait, il visait à l'ordonnance des mœurs, non des mots. Et ces pages s'adressent à l'âme, non à l'oreille. Au surplus, si tu l'avais entendu lui-même, tu n'aurais pas eu le loisir de l'attacher aux détails, tant l'ensemble t'aurait ravi. Généralement, d'ailleurs, ce dont nous aimons la vitalité fougueuse est décevant à la lecture, mais c'est déjà beaucoup d'avoir arrêté l'attention à la première vue, même si un examen minutieux doit trouver matière à censure. Veux-tu toute ma pensée? Il y a plus de grandeur à enlever les suffrages qu'à les mériter. Et pourtant, je sais que le second parti est plus sûr, je sais qu'on peut alors espérer plus hardiment de l'avenir. Mais trop de soucis pour le style ne convient pas aux philosophes. Quand donc sera-t-il énergique et ferme? Quand risquera-t-il sa personne, celui qui s'alarme pour des mots? Le langage de Fabianus ne sentait pas la négligence, mais la sécurité. Aussi n'y trouveras-tu rien de bas. Il choisit ses expressions, il ne leur fait pas la chasse. Il n'en bouleverse pas, comme le veut la mode du siècle, l'ordre naturel. Au demeurant, elles ont de l'éclat, quoique prises dans le fond commun ordinaire. Tu te trouves en présence d'une pensée noble et grande qui, loin de se ramasser en sentences, se développe avec ampleur. Nous remarquerons à de certaines places de la surcharge dans l'élocution, des structures de phrases peu savantes, une manière fort différente du polissage d'aujourd'hui. L'œuvre entière, bien considérée, tu n'y trouveras nulle part une vaine et rétrécissante subtilité. Qu'on y regrette, si l'on veut, les 1000 nuances du marbre, les courants d'eau vives, distribués entre les chambres à partir de conduits souterrains, le réduit du pauvre, tout le disparate d'un luxe auquel la beauté naïve ne suffit plus. Ce n'en est pas moins, comme on dit, une maison bien bâtie. Ajoute que sur la facture de la phrase, on n'est pas d'accord. Certains y veulent, pour toute parure, une nudité sauvage. Certains l'aiment raboteuse au point que si une période un peu arrondie s'offre par hasard, ils font exprès de la disloquer. Ils brisent sa cadence afin de dérouter l'oreille. Lis Cicéron. Chez lui, la phrase est toute unie, posée et souple en ses inflexions, molle, sans avachissement. Tout au rebours, celle d'Asinius Polion est âpre et bondissante, tournant court à l'improviste. Bref, avec Cicéron, toutes les périodes se terminent. Avec Polion, elles tombent, hormis quelques rares clausules enfermées dans un certain rythme, selon un type uniforme. Chez Fabianus, dis-tu encore, tout paraît plat et manqué d'envolée. J'estime qu'il échappe à ce reproche. En cette élocution, il n'y a aucune platitude, tout est paisible, image d'une âme où règne le calme et l'équilibre. Simple plaine, sans fondrière. On n'y trouve pas cette sève oratoire, cette verve dans la stimulation que tu aimes, ces traits pénétrants et inattendus. Cependant, à juger l'œuvre d'ensemble, quoi que tu penses quant à toi de son soin artistique, elle est belle. Si par son style elle n'exprime pas la grandeur, elle nous l'imprimera. Montre-moi qui tu peux mettre au-dessus de Fabianus. Je te passe Cicéron,
dont les ouvrages philosophiques sont à peu près aussi nombreux que les siens, mais on n'est pas, du coup, un être nain pour n'avoir pas la taille d'un géant. Je te passe Asinius Polion, et je dirai pour toute réponse qu'en pareille matière, c'est exceller que de venir au troisième rang. Cite encore Tite-Live, il a composé en effet non seulement des dialogues qui se laissent rattacher à la philosophie, tout autant à l'histoire, mais des traités de philosophie pure, à lui aussi nous ferons place. Vois cependant sur combien de concurrents on l'emporte quand on n'en compte que 3 au-dessus de soi, 3 modèles de style. Il ne réunit pas, il est vrai, tous les mérites. Son style manque de nerfs, bien qu'il ait de l'élévation. Il n'est pas emporté, impétueux, bien qu'il coule à plein flot. Il n'est pas limpide, il n'est pas bourbeux. Tu désirerais le voir redoyer le vice, mettre les périls au défi, humilier la fortune, outrager l'ambition. Je veux, dis-tu, que l'on fasse au luxe son procès, que l'on stigmatise la débauche, que l'on brise la violence, le tout en empruntant à l'art oratoire ses foudres, à la tragédie son sublime, au comique sa sèche ironie. Tu veux qu'assidûment cet homme veille sur une bien petite chose, les mots. C'est à la grandeur des choses qu'il s'est voué. L'éloquence, sans qu'il y prenne garde, le suit comme son ombre. Assurément, il ne s'appesantira pas sur le menu détail. Il ne ramassera pas toujours sa pensée. Chacune de ses paroles, je l'avoue, ne viendra pas stimuler l'attention et nous frapper. Maints traits s'égareront loin du but. Par moments, sa parole vide d'effet glissera sur nous. Soit, mais partout abondera la lumière, mais de vastes étendues se parcourront sans ennui. Il aura enfin pour le moins le mérite de t'avoir convaincu qu'il pensait ce qu'il a écrit. Tu comprendras que son intention a été de te découvrir ce qui lui semblait juste, et non de te plaire. Tout chez lui tend au progrès moral, à la sagesse. Il ne cherche pas les applaudissements. Que tel soit le caractère de ses écrits, c'est ce dont je ne doute pas, encore que j'ai d'eux plutôt une réminiscence qu'un souvenir présent, et conserve de leur ton non ce sentiment familier dû à un récent commerce, mais une impression d'ensemble, comme cela se passe quand la connaissance date de loin. Au temps, du moins, où j'étais son élève, il avait pour moi ce caractère d'une œuvre substantielle, sinon faite pour durer, et propre à exalter un adolescent si bien doué, et à l'inciter à rivaliser avec elle, sans devoir désespérer de l'emporter. Ce qui est, à mon sens, le mode d'encouragement le plus efficace, car on fait fuir les gens quand on leur donne l'envie de rivaliser, sans leur laisser d'espérance de l'emporter. Il reste qu'il avait la parole facile, et que, si aucun passage ne brillait particulièrement, l'effet d'ensemble était magnifique.